bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire autour de référentiel client unique et IA, la clé de la connaissance client à 360. Je suis Olivier Fabre, directeur d'agence Decideum à Lyon, et j'aurai le plaisir de co-présenter ce webinaire avec Julien Pelletier. Julien, je te laisse te présenter 2 minutes. Oui, donc moi je suis Julien Pelletier, je suis Customer Success Manager chez Semarchi et j'ai un passé en fait dans l'intégration des projets de référentiels d'une quinzaine d'années en fait avant de rejoindre l'éditeur et notamment autour des référentiels clients. Très bien. Donc sur ce webinaire, le sommaire du webinaire, voilà, s'il veut bien s'afficher. Nous allons commencer par une petite présentation de Decideum, présentation de Semarchi, concept du XDM et du Data Hub client, la data vise augmentée par l'IA, la démo, et puis une session de questions-réponses. Donc on a prévu un webinaire assez dense en termes de contenu sur une durée relativement courte. Donc, on va aller assez rapidement sur les présentations des entreprises et je commence tout de suite. Voilà, donc Decideum, qui sommes-nous? Nous sommes une ESN spécialisée dans le traitement de la data. Notre métier, c'est de valoriser le capital numérique de l'entreprise au travers de différents types de solutions. Nous sommes implantés à Lille, où est le siège, Paris et Lyon, une centaine de collaborateurs. Nous disposons d'un centre de support et de services pour traiter des dossiers, notamment au forfait ou à distance en fonction des besoins des clients. On a un partenariat avec un certain nombre d'éditeurs leaders sur le marché, dont Semarchi. Nous avons des consultants certifiés et nous sommes centre de formation agréé. Alors Decideum, notre vision, c'est que nous sommes résolument tournés vers les innovations. Pour ça, on s'appuie sur une quinzaine d'années d'expérience sur la mise en place de solutions autour de la data, que ce soit de la data vise ou autre. Notre objectif, c'est de donner l'autonomie à nos clients pour pouvoir être autonome et être capable de mener les projets à leur terme. Et c'est pour ça aussi qu'on peut s'appuyer sur notre centre de service. On a mis en place une initiative assez originale qui sont les Data Labs. Et c'est intéressant dans le cadre de ce webinaire de comprendre ce qu'est le Data Lab. Le Data Lab, c'est, on va dire, un workshop, un atelier qu'on organise avec un ou plusieurs clients sur une demi-journée. On pose ça un vendredi matin en général. L'objectif, c'est de prendre rendez-vous, dire bah voilà, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le MDM, c'est l'IA, c'est la data vise. Et ben, vous venez avec un échantillon de données et on travaille ensemble sur ces données. En fin d'atelier, vous repartez avec une vision plus claire de ce que peuvent vous apporter ces solutions. Et on apporte aussi, par les formations, ce transfert de compétences et cette autonomie nécessaire au bon suivi des solutions. Donc valoriser ces données, c'est quoi et c'est avec quoi? Donc c'est d'une part être capable d'identifier, cartographier vos données, savoir où elles sont, savoir ce qu'on peut en faire, donc identifier aussi des cas d'usage. Une fois qu'on sait ce qu'on veut faire et où sont les données, on va les organiser. Alors pour cela, on va s'appuyer sur des solutions type ETL, type Stambia ou Talent, donc des partenaires. Snowflake, si vous souhaitez mettre votre data warehouse dans le cloud, et Semarchi, si vous avez des projets notamment de référentiel. Avec ça, une fois qu'on a organisé les données, ce qui va être intéressant, ça va être de pouvoir les enrichir. Et donc, on a notre propre solution de machine learning, un moteur de machine learning qui s'appelle 5P100 avec la data science. Donc, 5P100, notre moteur de machine learning. On peut faire aussi du développement à façon avec du développement en Python ou en R, et un autre partenariat dans le monde de la data science qui est Alteryx. Donc une fois qu'on a enrichi les données, on va pouvoir les exploiter et piloter son activité avec des outils notamment de data vise que sont Qlik, Tableau ou Power BI. Qlik, nous sommes partenaires Elite et aujourd'hui on va vous présenter donc une suite une présentation un peu, je dirais, qui va mettre en avant
à la fois la brique Cmarchi, la brique 5P100 et la brique Click sur SkillSense. Donc, une application très intéressante autour de la connaissance client et donc une vision 360 du client. On a un grand nombre de clients dans différents types d'activités, que ce soit dans la distribution, B2B, B2C, dans l'industrie, dans la banque, assurance, et services, etc. Ça, on pourra y revenir si vous le souhaitez ultérieurement. Je vais laisser la main à Julien. Alors, très rapidement, Cmarchi, on existe depuis une dizaine d'années. Donc, on est une société voilà, avec une forte croissance, parce qu'on a une croissance à 2 chiffres depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est à peu près une centaine de collaborateurs au travers du monde pour un peu plus de 140 clients à date. Et la reconnaissance qu'on a et le positionnement qu'on a sur le marché, c'est vraiment d'apporter une approche visionnaire sur ce que doit être en fait le marché aujourd'hui des data hubs en fait et des solutions de data hub avec une approche très simple et pour essayer vraiment de maximiser le ROI des projets avec des déploiements très rapides et un gros apport de valeur autour de la solution. Faut juste savoir que la société également a une trentaine d'années d'expertise en fait au niveau de la data, puisque avant de créer Cmarchi, les fondateurs et l'équipe de développement avaient également développé un ETL qui s'appelait Synopsys à l'époque et qui a été racheté par Oracle dans les années 2000. Si on peut passer au slide suivant, voilà. Donc aujourd'hui, en fait, Cmarchi est éditeur d'une offre unique qui est l'Intelligent Data Hub. Donc l'Intelligent Data Hub, en fait, c'est notre produit, c'est notre plateforme qui vise à mettre en place en fait un espace de médiation autour des données qui va servir à la fois de cas d'usage, on va dire de gestion de données référentielles pures et dures, telles qu'on le trouve sur du MDM, mais également sur des usages un petit peu plus étendus. C'est pour ça qu'on parle de data hub. On va pouvoir aussi faire passer, pourquoi pas dans le hub, un certain nombre de données transactionnelles, de KPI ou des choses comme ça. L'idée du data hub, c'est vraiment d'être au cœur des processus de gouvernance de l'entreprise. Et pour ça, on a un grand nombre de fonctionnalités qui sont intégrées dans le même outil. On n'est pas en train de parler de l'intégration entre des briques différentes. On a dans la même solution la capacité de faire du profiling. On a un moteur de qualité de données. On va pouvoir faire de l'enrichissement, du dédoublonnage. On va gérer des fournisseurs externes de données qu'on va pouvoir connecter par simple paramétrage. Et on va pouvoir outiller en fait les utilisateurs métiers avec des applications sur les données, donc vraiment ce qu'on appelle les data apps, qui vont pouvoir éventuellement nécessiter des workflows pour pouvoir mettre en place les processus de gouvernance autour des données. On va également faciliter cette gouvernance par la mise en place d'un certain nombre de dashboards, que ce soit sur le pilotage opérationnel des workflows, sur la qualité de données, ou alors pourquoi pas même des dashboards exploratoires sur le hub en tant que tel, sans aller jusqu'à un outil de reporting type click. On a une fonction intégrée de dashboard qui est intéressante. Et après, on va s'intégrer dans le SI, en fait, notamment dans les architectures de services, puisqu'on a une API REST native qui est très riche, en fait, qui génère automatiquement les endpoints à partir des modèles métiers qu'on va paramétrer, et on a également une API SQL qui permet de s'intégrer. Donc voilà Bon, sur la présentation, je te redonne la main. voilà, donc là, Quelques références clients, pardon. On est également présent dans tous les secteurs d'activité. On a tout type de taille de compte. On a à la fois des très grands comptes internationaux comme par exemple Sanofi, CMA-CGM, BNP Paribas, Cardiff. Et on a également des acteurs plus spécialisés comme le groupe Beaumanoir dans la distribution ou le groupe Rocher, jusqu'à des petits comptes aussi. On a des marques un peu plus spécifiques comme Bose, par exemple, qui sont des acteurs un peu plus petits. Mais on est présent vraiment dans tout type de secteur d'activité également, et également sur tout type de problématiques. Là, on va parler du référentiel client aujourd'hui, mais on est également présent sur les problématiques de référentiel produit, référentiel RH, référentiel d'organisation. Finalement, tout ce qui peut se modéliser sous forme de data, en fait, est éligible éventuellement à être intégré dans ces marchés. voilà. Donc je récupère la main pour présenter un peu ce que va être l'objet de cette démo. Donc, on va partir d'un cas d'usage qui serait, on va dire, une entreprise qui est distributrice dans le B2B ou le B2C, hein, ça c'est peu importe. Hein. L'idée, c'est d'avoir plusieurs canaux de commandes possibles. Alors, on va dire des boutiques en propre, des magasins, du e-shop, hein, de l'e-commerce.
par courrier éventuellement, si on fait de la VPC ou des personnes, ben, chaque client va pouvoir se connecter ou venir acheter par ces canaux différents et ça va entraîner un certain nombre de problématiques liées à de la cohérence de données ou en fait des doublons. Un client peut venir plusieurs fois sur un site internet et se commander avec différents profils. Il peut venir un coup en boutique, un coup par téléphone, etc. Et ça fait autant de comptes que de commandes pour un seul et même client. Donc l'idée, c'est de pouvoir récupérer ces informations-là, les rapprocher et créer ce référentiel unique du client dans lequel on va pouvoir nettoyer les données clients, les unifier, centraliser et synchroniser tout ça pour faire en sorte que, quel que soit le canal de commande, on ait une vision unique du client. Là-dessus, une fois qu'on a construit ce référentiel, on va pouvoir l'enrichir grâce à l'intelligence artificielle. Et enrichir, ça veut dire quoi? Ça veut dire potentiellement segmenter les clients, donc faire de la segmentation RFM, donc récence, fréquence et montant, on y reviendra tout à l'heure, ou petit, moyen, gros, faire du scoring d'attrition, donc de risque de perte client, faire de la recommandation personnalisée en fonction des achats passés. Et donc, tout ça, on va pouvoir modéliser le comportement client. Et une fois qu'on a tout ça, l'idée, ça va être de pouvoir le réinjecter dans le référentiel et derrière l'exploiter avec des outils de data vise. Donc, pouvoir faire de l'analyse augmentée, identifier des signaux faibles, évaluer des plans d'action et faire de la prescription et à fort ROI. Donc, pouvoir avoir des insights ou des actions à mener et de sorte d'avoir le bon message au bon moment au bon client et avoir un ROI intéressant sur ces actions-là. Donc, je vais de ce pas vous présenter cette démo. On commence par un journal des ventes. L'idée, c'est j'ai une situation initiale sur laquelle je n'ai pas mis en place de référentiel client. Donc, je vais pouvoir, j'ai un certain nombre d'identifiants clients qui ont passé des commandes à différentes dates. Donc, j'ai des numéros de facture, j'ai des produits, des quantités, pardon, et des prix de vente. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir confier ce journal de vente. Donc, cette historique de commandes, on va dire, si on prend les 3 dernières années, les 3 ans d'historique de commandes, on va pouvoir le travailler avec le moteur de machine learning 5% pour de sorte d'avoir une segmentation RFM. Donc, pour chacun des clients, je vais pouvoir classer mes clients en différentes catégories. Donc, de manière automatique, en fonction de ce fichier de journal des ventes, le moteur va être capable de fournir pour chaque client son segment. Donc, on voit en haut à droite la classification essence, fréquence et montant. Donc, le premier segment qui sera les clients à chouchouter, ce sont des clients actifs. Eh bien oui, puisqu'il y a une récence, une petite récence, c'est-à-dire que la dernière date de commande, se compte en jours et elle est faible. Là où un client qui aura une récence très élevée, on va avoir beaucoup de jours entre aujourd'hui et la date de dernière commande. Et donc, on va plutôt considérer que ce sont des clients perdus. Donc, récence, plus elle est basse, plus le nombre de jours entre aujourd'hui et la dernière commande est basse, donc est faible, et donc plus c'est un client qui vient de commander. La fréquence, c'est les clients qui ont commandé beaucoup, moyennement ou peu. Donc on va avoir des clients dans le vert, dans l'orange ou dans le rouge, et pareil pour le montant. Donc forcément, un client à chouchouter, selon notre définition, ou c'est la définition qui est présentée ici, ce sera un client qui a une faible récence, une fréquence élevée et un montant élevé. Donc, on va retrouver ici en bleu les clients à chouchouter, qui sont donc les très bons clients et qui représentent une part de clients qui est relativement faible. On a des clients à réactiver, donc qui sont des clients plutôt perdus, tous les clients perdus avec des petits chiffres d'affaires ou des chiffres d'affaires moyens. Des clients à accueillir qui sont en fait donc des clients avec une récence faible, donc dans le vert, et pourtant avec soit une fréquence moyenne ou faible, soit un montant moyen et faible. Et donc, c'est des gens qu'il va falloir accueillir. Et les clients à travailler sur le montant, ce sont des clients qui ont plutôt une fréquence moyenne, voire élevée,
et avec un chiffre d'affaires qui sera donc un montant qui sera orange ou rouge. Voilà. Une fois qu'on a ça, eh ben, on a aussi, le moteur va être capable aussi de fournir pour chacun des clients des recommandations. En fonction des commandes qu'il a pu passer dans le passé, eh ben, on va être capable de dire, ben, pour le client 116 784, ben, on a un ensemble de produits qu'on va pouvoir lui proposer. Si je le sélectionne, voilà, ok. J'ai, hop, je le sélectionne, voilà. J'ai 3 produits que je peux lui proposer. Donc, on a un certain nombre de produits qu'on peut proposer. Et derrière, on peut voir de quel segment il appartient. Il appartient dans les clients à accueillir. Donc, c'est un client qui vient d'acheter. Il a un certain nombre de produits. Ben, lui, on va pouvoir communiquer sur ce client-là avec sur les produits qu'on lui recommande. Je vais un peu plus loin. Le moteur va permettre aussi de faire de la recommandation, de la prévision, donc des prévisions de vente en fonction des ventes passées. Et ça, tout ça, c'est ce que propose le moteur. Voilà, donc dans ce graphique-là, on voit toutes les relations entre les différents produits, etc. Dernière chose, avant de passer la main à Julien, c'est de se dire, finalement, si il y a des doublons, comment ça se passe? Si en fait, je considère un client comme 2 clients différents, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Julien, je te rebascule la main. Ouais, ça Et, marche. donc, Je vais présenter. Hop, montrer mon écran. Hop là. Donc, sur, sur ce qu'expliquait en fait Olivier, donc on part d'une situation où on va avoir des clients qui vont être connus dans différents systèmes sources. On va avoir par exemple des clients qui vont nous venir par les canaux partenaires, donc avec un certain nombre d'enregistrements qu'on va trouver à ce niveau-là. Vous étonnez pas, les données sont anonymisées, hein, évidemment, pour des questions de confidentialité. On va avoir aussi un certain nombre de clients qui vont venir, par exemple, directement des magasins. Donc, ce sont les clients sur lesquels on a des contacts physiques. On va avoir des clients e-commerce, voilà, qui sont connus au niveau du site internet, et puis pourquoi pas aussi des clients qui sont connus au niveau du CRM sur la force de vente. Donc, on va aller chercher en fait un cas particulier qu'on va essayer de suivre au niveau de l'analyse, qui est le cas de Marie Martinet. Donc, on a désanonymisé partiellement ces données. Et on voit par exemple que sur le CRM, on trouve 6 enregistrements qui sont présents, de données relativement proches, mais pas tout à fait identiques. Donc, on a une première Marie Martinet, par exemple, qui n'a pas d'achat. Donc, c'est une madame qui habite au 52 rue Cathédrale, de la cathédrale à Nantes. On va passer sur une seconde Marie, mais cette fois-ci écrit avec un Y, Marie Martinet, qui a une adresse mail, mais qui a la même date de naissance, par exemple, que la première qu'on avait vue, et qui, elle, avait des achats. Pardon, je suis passé un petit peu vite. On peut s'apercevoir qu'elle, c'est une grosse cliente, puisqu'on connaît 69 achats pour cette cliente-là. On en a une troisième, c'est Martine et Maria. Pareil, même date de naissance, avec 23 achats. Et puis, on va avoir une Martine et Marie. On va réavoir à nouveau une date, enfin une adresse, par exemple, pour elle, mais pas d'email. Voilà, donc on va connaître en fait différents enregistrements. Là, on en a une cinquième avec un seul achat, avec une autre adresse, mais un email qu'on a déjà vu, et une dernière avec aucun achat. Si on regarde en fait ces clientes-là, globalement, on a l'impression, si on ne fait pas de dédoublonnage, qu'on a 6 clientes différentes. On a 2 prospects finalement, puisqu'on n'a pas d'achat connu pour le premier et le dernier. Et puis on a un certain montant d'achat, en fait, une certaine quantité d'achat pour les 4 autres clients, mais avec quelque chose de très volatile, puisqu'on va de transactions unitaires jusqu'à des montants assez conséquents. Donc, ce qu'on va faire en fait au niveau du Data Hub Semarchi, c'est qu'on va mettre en place un dédoublonnage sur ces données-là. Donc, on va définir un certain nombre de règles métiers qu'on a ici, qu'on va voir ici. Donc, on va avoir des règles. Par exemple, si on prend celle qui a le meilleur score, on va faire un traitement exact du nom, du prénom, de la date de naissance et de l'adresse.
On va avoir la règle en dessous à 90, ça va être juste le nom, le prénom et la date de naissance en exact, et on va ignorer l'adresse. Et puis après, on commence à descendre sur des règles un petit peu plus floues. On va prendre par exemple un exact sur l'adresse postale et la date de naissance et un flou du nom et du prénom. On va prendre juste un exact sur la date de naissance, le nom et l'email, et on va ignorer le prénom et puis l'adresse. Bref, des critères de rapprochement, en fait, d'enregistrement 2 à 2 sur lesquels on va pouvoir travailler le dédoublonnage. Que donnent ces règles en fait? Donc on est capable de l'analyser. Donc là on est dans le module de dashboard intégré de la plateforme Semarchi. Donc on est capable de voir au niveau de ces règles en fait que par exemple une règle sur l'exact, le nom, le prénom et la date de naissance va me rapprocher par exemple au sein de mon SI partenaire des enregistrements qu'on va pouvoir aller explorer en disant, ben voilà, par exemple, cette règle-là m'a dédoublonné des enregistrements dans mon SI partenaire et ça m'a permis de rapprocher en fait ces deux enregistrements-là. Voilà, où on peut avoir les différentes informations. Pareil, on va pouvoir voir aussi que ça m'a rapproché, par exemple, entre mon CRM et mon réseau magasin, d'autres enregistrements. On va pouvoir regarder comme ça également les paires qui ont été rapprochées en fait entre les systèmes. Donc le moteur de dédoublonnage va agir à la fois à l'intérieur d'un système, mais également entre les systèmes, finalement, pour retrouver l'identité de la cliente sur les différents canaux. Et donc, on voit bien qu'on a deux types de doublons différents qui sont trouvés. Des doublons entre systèmes qui sont normaux par rapport au comportement d'achat. C'est normal d'avoir la cliente qu'on va adresser sur différents canaux. Mais par contre, on va avoir aussi des doublons à l'intérieur d'un système. Donc ça, on va aller le voir. On va toujours filer l'analyse en fait sur le même cas. Juste le temps que ça charge, voilà. Oh, hop. Donc, je vais aller chercher mon cas test. Et en fait, après processus de dédoublonnage, on va tomber donc sur notre Marie Martinet. Donc, notre Marie Martinet, elle aura été rapprochée en fait depuis les 6 enregistrements sources qu'on avait dans le CRM. Il se trouve qu'elle aurait pu être rapprochée aussi d'enregistrements qu'on avait sur les autres systèmes, mais que là, ce n'était pas le cas dans le jeu de données. Et on voit qu'elle a des informations assez hétérogènes finalement sur les enregistrements. Il n'y a guère que la date de naissance qui ne change pas. Et puis, même sur le nom, on a des fois des fautes de frappe. Et donc, on va essayer de comprendre en fait pourquoi on a rapproché cet enregistrement-là. Donc, quand on va essayer de comprendre pourquoi on a rapproché l'enregistrement, on peut avoir accès à une vue comme ça dans la solution qui va présenter en fait donc tous les enregistrements sources et l'enregistrement golden qu'on a calculé au-dessus, donc l'enregistrement qu'on a dédoublonné. Et on va pouvoir afficher les relations et comprendre en fait pourquoi les enregistrements ont été rapprochés. Donc, par exemple, ces deux-là, j'ai une relation, je sais qu'ils ont été rapprochés par une règle à 40 en score, qui dit qu'en fait, il y a la date de naissance exacte et soit le prénom, soit le nom en exact, et après le flou, soit sur le nom, soit sur le prénom. Donc ça, c'est une règle faible, mais qui nous a permis de rapprocher des données. On a une autre règle ici qui a été utilisée sur ces deux enregistrements-là, où en fait, on a une règle exacte sur le nom, l'email et la date de naissance. Et puis là, on a un bloc un peu plus dense, où finalement, les enregistrements ont été beaucoup rapprochés entre eux, et où on s'aperçoit finalement que là, on a une règle, par exemple, à 90 avec le nom, le prénom, la date de naissance. Donc, en tant que data steward, en fait, quand je vais regarder ce type d'enregistrement, je vais pouvoir soit le confirmer directement, soit pourquoi pas aller le modifier. Et donc, quand je vais le modifier, je vais me dire, par exemple, en fait, les deux qui ont été rapprochés ici, donc les deux Mary, sont en effet un seul et même enregistrement, et je vais plutôt créer un autre enregistrement pour elle à côté, plutôt que de les rapprocher en fait de l'autre qui avait déjà été prédéfini par le système. Donc ça, c'est des questions de choix utilisateur. Hein. Par défaut, on avait créé le cluster, mais on peut éventuellement venir l'arbitrer avec cette interface-là. On a également la possibilité de l'arbitrer en vue table, où on voit aussi tous les enregistrements qui sont, toutes les informations qui participent notamment au matching. Et puis, de cette vue table, on peut aussi de la même manière aller déplacer l'enregistrement vers l'autre golden, donc réarbitrer en fait les fusions pour pouvoir modifier en fait la composition de l'enregistrement. Donc là, on s'aperçoit que la modification que j'ai faite en vue table, elle a bien été appliquée puisque j'ai raccroché l'un des enregistrements à celui-là. Et puis, si finalement je décide de rester sur la suggestion d'origine, je restaure la solution d'origine ou je peux cliquer ici sur restaurer.
Et donc, ce que va me permettre de faire en fait cette vision réconsolidée de la cliente, donc une fois qu'on a dédoublonné et puis qu'on sait qu'on est face à une seule et même cliente, bah, du coup, la vision n'est plus du tout la même parce que si on vient sur la fiche cliente, donc on a une fiche qu'on a déjà enrichie avec le maximum d'informations puisqu'on s'aperçoit qu'on a et l'adresse qui est renseignée et l'email qui est renseigné et le nom, voilà. Donc on a mis en qualité en fait toute la signalétique cliente qu'on pourrait éventuellement repousser au système source pour pouvoir aligner tout le monde avec la même vision. Mais surtout, sur la partie droite, on s'aperçoit que sur les achats maintenant, bah, cette cliente-là, on lui connaît 116 achats. Ce qui n'est plus du tout le même comportement en fait que la vision d'origine qu'on avait avec 6 clientes différentes qui étaient bah, pour 2 des prospects et pour 4 des acheteuses, mais pas forcément récentes, pas forcément fréquentes ou pas forcément avec des paniers importants. Et donc, on va voir en fait que le fait d'avoir rapproché cette cliente sous une seule et même identité, bah, ça a un impact fort sur l'analyse qu'on en fait derrière au niveau de la partie intelligente, on va dire, du traitement. Donc, je vais te redonner la main, Oui. Olivier, pour que tu puisses Donc, on transmettre. va juste regarder que, en fait, si tu reviens là, on a bien l'identifiant 108 pour la nouvelle cliente. Tout Donc, à fait. on va chercher là, on va la rechercher, la 108. Et les, Et un nouveau présentateur. et là, voilà, d'accord, merci. Merci, Julien. Donc on a fait deux applications basées sur un échantillon de données qui est pas presque le même, mais pas tout à fait, dans le sens où on a des données. Alors, je ne l'ai pas montré mon écran. Ok. Donc on a fait deux applications, une before et une after, donc une situation initiale sans data hub et une situation avec un data hub. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de se focaliser sur justement les enregistrements que Julien vient de rapprocher. Et donc, on va aller chercher les clients, les clients initiaux, hein, c'est-à-dire c'est les 12 505, oups, 505 à 500. 508, hein, puisque ça, ce sont des clients qui ont passé commande. Et là, on se rend compte au stupeur que compte tenu des éléments, alors ça, c'est des paramétrages hein, du moteur de recommandation, mais si on souhaite avoir des recommandations extrêmement pertinentes, eh ben, on peut mettre un seuil qui ne donne que des règles très pertinentes. On peut aller jusqu'à des seuils plus légers et du coup avoir des recommandations qui seraient parfois un peu plus un peu plus légères ou un peu moins solides. Mais là, on a été exigeant sur les règles de recommandation et on se retrouve à avoir des clients qui n'ont aucune recommandation parce que compte tenu de ce qu'ils ont acheté, vu que c'est la même cliente finalement, mais que on l'a découpée en quatre clientes différentes, on la voit comme quatre clientes différentes. En fait, on n'a pas suffisamment de commandes de sa part pour pouvoir faire une recommandation. Et on se retrouve avec une cliente qui est vue soit comme perdue, hein, tout rouge, soit comme à accueillir comme une nouvelle cliente. Alors là, c'est peut-être un peu dommage parce qu'on se dit, bah, en fait, soit je vais considérer cette cliente comme une cliente perdue, soit comme une nouvelle cliente. Ce qui est, en termes d'approche marketing, est vraiment deux choses différentes. Et d'autant que, en fait, cette cliente, une fois qu'on l'a rapprochée, donc je vais me retrouver dans ma version 2 after, et là, je vais aller chercher pas ma cliente 12 505 à 12 508, je vais aller chercher ma cliente finalement 108, puisque c'est le nouvel identifiant du client unifié. Et là, eh ben là, on est capable de lui faire 5 propositions de produits différents. Hein. Donc, on se retrouve avec une cliente qui est aujourd'hui en fait une cliente active, fidèle, et il faut juste travailler sur le montant en fait. Donc, on a finalement, on pensait qu'elle était soit perdue, soit récente. Puis en fait, on s'aperçoit que c'est une cliente active qui travaille de manière régulière, mais sur lesquelles on pourrait faire des actions pour chercher à faire grossir ce client-là. Et en plus, on a les leviers d'action qui sont des vraies recommandations qui sont pertinentes avec des liens forts entre les différents produits qu'elle a pu acheter par le passé. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, l'élément clé
l'élément clé du Data Hub et de la combinaison entre le travail d'un référentiel client unique et du travail marketing qu'on va pouvoir mener derrière, donc toutes les actions, donc toutes ces recommandations qu'on a fait pour une personne, bien évidemment, automatiquement le moteur va pouvoir le dupliquer pour pour tous les clients. On avait prévu 30 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses, c'est ça, hein, Tout à fait. c'est Donc, bien. vous avez Donc, une interface dans l'application où vous pouvez poster en fait vos questions. Donc, n'hésitez pas à aller les poster et puis on va pouvoir se les partager et les traiter maintenant. Je regarde juste s'il y en avait dans le chat qui avait été posé au cas où, parce que normalement, ce n'était pas la consigne. Non, elles ont plutôt été posées, les questions, dans la partie questions. Alors, on a une première question de quelqu'un qui a dû nous quitter et qui peut savoir si on pourra diffuser le lien du replay. Donc oui, la séance était enregistrée et on va pouvoir vous envoyer en fait les liens du replay à la suite de la présentation. On avait une autre question qui était sur la sélection du client Golden est-elle automatique? En fait, ce qu'il faut comprendre dans le fonctionnement du Data Hub, c'est que la notion de client Golden n'est pas une notion de survie par rapport aux enregistrements sources. En fait, le client Golden qu'on va avoir dans le Data Hub, c'est une identité supplémentaire, Golden, qu'on va créer et qui va être en relation avec toutes les identités qu'on a trouvées dans les systèmes sources comme étant finalement la même personne. Donc, quelque part, c'est une entité qu'on va qualifier de virtuelle, qui va être au-dessus en fait au-dessus des enregistrements sources et qui va permettre justement de pouvoir procéder après à des analyses sur toutes les données transactionnelles en ayant toujours le lien entre cet identifiant virtuel unique qu'on a au-dessus et tous les identifiants qu'on a dans les systèmes sources qui permettent justement de raccrocher toutes les données transactionnelles. Voilà. Et donc, la création du Golden par rapport à toutes ces informations sources, on a des règles métiers pour pouvoir le construire, pour calculer les différents attributs, pour faire les règles de matching. Donc, tout ça, ce sont des règles métiers qui vont produire en fait un résultat automatique. Donc, ça, c'était une première question. On avait, pour ma part, j'ai une autre question aussi qui est autour de la fonction data catalogue. Est-ce qu'on peut en dire plus? Alors oui, on a la possibilité au travers du Data Hub Semarchi d'implémenter des data catalogues. C'est un exemple en fait de type de référentiel qu'on peut construire. Il faut juste savoir en fait que la solution Semarchi, vous allez pouvoir modéliser n'importe quel type de données dedans, et y compris, pourquoi pas, un catalogue de données avec les termes métiers, les termes techniques, l'organisation des termes par domaine fonctionnel ou autre, et puis gouverner finalement ces termes-là, donc mettre en place des workflows, par exemple, sur la révision des termes métiers ou autre. Donc ça fait partie des fonctionnalités qu'on va pouvoir avoir. Je ne sais pas si toi, de ton côté, Olivier, tu as des questions? Moi, je vois pas de questions, moi. Toi, tu n'as pas de questions qui te sont affectées? Ok. Alors, je vais continuer avec les questions qui sont posées sur la partie référentielle. Donc, on a d'autres questions qui sont en mode MDM centralisé. Peut-on réinjecter les informations du client sur les sources? Alors, ce qu'on appelle, qu'on soit clair déjà, le mode MDM centralisé, normalement, dans les patterns d'architecture MDM, le mode centralisé, c'est que toutes les données sont gérées en centrale dans le hub. Donc, par exemple, si on a une saisie qui est déportée dans un CRM, en réalité, le CRM est écrit en temps réel dans le hub, en mode centralisé. Quand on réinjecte les données dans les systèmes sources, on va plutôt parler de coexistence par rapport à la littérature qui existe sur le sujet, où en fait, on a un système de synchronisation qui est fait entre des systèmes sources qui collectent des données et qui envoient des mises à jour en fait en temps réel ou au fil de l'eau au niveau de l'application, et on a un retour. Une fois que le hub a fait son travail de dédoublonnage et tout, on renvoie les données au niveau des systèmes sources. Donc voilà. Et tout ça, évidemment, s'automatise avec un middleware, avec une couche d'intégration, donc un ETL, un ESB, ce que vous voulez, pour pouvoir gérer les allers-retours.
Donc ça, c'était pour les questions sur la partie MDM. J'ai une question pour toi, Dis-moi. Olivier. Bonjour, pourquoi la segmentation RFM est-elle sur deux axes? Sur deux axes. Alors ça, parle de la représentation graphique là, parce que sinon c'est sur trois axes. C'est la récence, la fréquence et le montant. Donc si je reprends voilà mon graphique en dessous, j'ai donc oui forcément deux axes puisqu'on ne sait pas faire une représentation sur trois dimensions sur une même graphique ou je faudrait choisir un autre type de graphique, mais là je peux bien évidemment passer la récence et échanger, passer de la fréquence au montant. Donc, on sait bien on a bien les trois axes, le panier moyen, le nombre de commandes et la récence. Je ne sais pas si j'ai Ok. répondu à la question. Pour moi, c'est bon. Donc après, sur les autres questions, on avait donc une question. Qu'est-ce qui se passe si un rapprochement est erroné? Comment est-ce que c'est détecté? Est-ce qu'il y a des cas où c'est détecté par le client? Alors, évidemment, dans la phase de construction de la règle de matching, on va essayer d'avoir un rapprochement qui soit le plus fiable possible et le plus automatisé possible. Ça passe par un process itératif en phase de construction. On va faire des tests et on va essayer de paramétrer le moteur de matching pour qu'il soit le plus automatique possible. Quand un matching est erroné, et d'ailleurs c'est ce que je vous ai montré en fait tout à l'heure, parce que j'étais sur un cas en fait où le cluster avait été créé, fusionné automatiquement, donc on était parti du principe qu'il était bon. Et si jamais on s'aperçoit à un moment donné que c'est une erreur parce qu'au travers d'une analyse avancée, par exemple, du comportement d'achat ou à travers d'un appel au service client, on a une remontée qui nous laisse penser qu'il y a une erreur dans la fusion et qu'on a fusionné à tort deux clientes qui étaient distinctes, et ben en fait, vous allez pouvoir venir séparer l'enregistrement exactement de la manière dont je vous l'ai présenté tout à l'heure. Et donc, appliquer une séparation qui, du coup, sera redescendue à la partie analytique après, de manière à pouvoir mettre à jour aussi les KPI d'analyse de la partie analytique. Donc ça peut être en effet aussi détecté par le client. Par exemple, si sur son back-office Internet, enfin sur son espace Internet, le client voit qu'il est crédité d'un coup d'un historique d'achat qui n'est pas le sien ou de points de fidélité qu'il ne devrait pas avoir, peut-être qu'il va vous appeler, en fait, vous contacter pour vous dire il y a un problème, je pense qu'il y a eu il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à mon historique client. Donc ça peut arriver selon la visibilité qu'on donne finalement à ce travail de dédoublonnage et de mise en qualité. Et donc, voilà. Donc, comment ça va se passer? On va séparer l'enregistrement puisqu'on peut revenir en arrière sur une fusion au niveau de la solution pour pouvoir remettre à jour en fait tous les systèmes correctement. Ce qui est intéressant justement, c'est que par rapport au système d'entité virtuelle que j'expliquais, c'est que comme on n'a pas fait disparaître les enregistrements sources, on les a tous toujours sous le coude, hein, les enregistrements sources. On n'a pas une entité qui a survécu, on n'a pas purgé les autres entités, les autres identités. On va pouvoir très facilement revenir en arrière en fait sur une fusion. Alors, il y avait une autre question. Quels sont les autres cas d'usage ou de workflow classiques de Semarchi, mis à part la déduplication? Donc en fait, les autres cas d'usage, ils sont très divers. On va pouvoir avoir, pourquoi pas, des cas d'usage de gestion de produits, par exemple, où on va avoir différents métiers de l'entreprise qui vont venir collaborer autour de la saisie d'informations produits, par exemple sur la solution. Là, c'est vrai qu'on a vu un use case très centré sur le dédoublonnage et la mise en qualité d'une base client. Mais après, on va avoir des cas d'usage. Par exemple, on a un groupe de restauration qui gère ces points de vente, qui peuvent être soit des points de vente à emporter, soit des restaurants dans la solution, et qui gère en fait tout le processus qui est en amont de l'ouverture d'un restaurant. Donc, vous imaginez bien que ça ne se décide pas du jour au lendemain. Donc, il y a un processus qui démarre un an avant, qui passe par la direction de l'exploitation, par exemple, qui va budgéter des ouvertures de points de vente sur certaines villes. Donc, on ne connaît pas encore l'emplacement. Après, il y a les gens sur le terrain qui vont chercher les locaux. Donc, on va petit à petit avoir une vision plus précise de l'emplacement. Une fois que les baux vont être signés par le service juridique, par exemple, il y a le service travaux qui va prendre la main pour pouvoir planifier ces travaux dedans et tout. Et donc, à chaque étape, finalement, on va venir
enrichir les informations sur le nouvel emplacement qui va petit à petit se transformer en un restaurant, qui va être associé à une marque, qui va être associé à un certain nombre de choses. Et puis jusqu'à aller sur les informations de détail qu'on va avoir, quels sont les horaires d'ouverture, par exemple, du point de vente par rapport au centre commercial dans lequel il est installé, quels sont pourquoi pas les dispositifs d'affichage de publicité que j'ai au niveau du point de vente, tout ce type de choses. Donc voilà, donc on peut aller assez loin sur les différents cas d'usage. Alors, je suis désolé, j'ai beaucoup de questions, Olivier, sur la partie MDM, donc je les traite. Bah, c'est bien. J'en vois C'est pas vas-y. pour toi sur la partie IA, donc n'hésitez pas aussi à en poser sur la partie IA. Donc je continue sur la partie MDM. Est-ce que ça veut dire que le rapprochement est dynamique, s'ajuste automatiquement et qu'une nouvelle donnée fait réévaluer le rapprochement? Alors tout à fait. Le rapprochement est complètement identique. On va pouvoir avoir par exemple des situations où on avait des identités qui n'avaient pas été rapprochées dans un premier temps parce que n'étaient pas rapprochées par une règle de matching, parce qu'on ne voyait pas en fait le lien entre les différents groupes. Et puis un jour, il y a un enregistrement qui va arriver, qui va permettre d'être relié à d'autres enregistrements par des règles de matching éventuellement différentes. C'est un petit peu ce qu'on voyait sur l'exemple de tout à l'heure où on avait un enregistrement qui faisait le lien entre l'enregistrement qui était tout seul à droite et le groupe de 4 qui était à gauche. Le jour où cet enregistrement-là arrive, en fait, on va rechallenger le matching sur tous les enregistrements et on va s'apercevoir qu'on a un nouveau cluster qui émerge. Alors, je ne devrais pas parler de cluster par les temps qui courent, je suis désolé. Mais voilà, on a un nouveau groupe qui émerge et qui va nous permettre de dire, voilà, on a un nouveau groupe qu'on vient d'identifier, qui semble être une seule et même personne, et donc on va le traiter. Donc voilà, donc c'est complètement dynamique, ça va être au fil de l'eau si les enregistrements arrivent au fil de l'eau et compagnie. Alors, bonjour, comment on fait pour renvoyer aux sources la bonne info sur les clients dédoublonnés? Alors, c'est là où je disais qu'on va vraiment fonctionner avec un composant essentiel, alors qu'on ne voit pas ici sur le schéma de projet Olivier, mais qui est un sous-jacent obligatoire en fait dans tout projet data, c'est le middleware qu'on va avoir en dessous. Donc, ça peut être soit un ETL comme Talend ou Stambia, comme les évoquait tout à l'heure Olivier, ou pourquoi pas aussi un ESB si on est plus sur une philosophie temps réel ou fil de l'eau. Et ça, en fait, c'est via ce middleware qu'on va propager les données. Donc, ce qu'on va faire en fait côté Semarchi, c'est que quand on a un nouveau doublon qui a été trouvé ou un doublon qui a été même mis à jour simplement sur certaines informations, on va être capable de notifier le middleware en disant j'ai telle information qui vient d'être modifiée. Et donc, le middleware va pouvoir prendre la main et finalement distribuer l'information aux applications qui souhaitent consommer cette information, donc faire du push en fait vers les systèmes sources. Mais c'est vraiment via le middleware en fait qu'on va s'assurer que l'information est bien remontée au système source, est bien transmise là dans le cadre du démonstrateur à 5P100 pour qu'il puisse recalculer en fait tous ces agrégats et après va être repoussé à clic dans les datasets en fait de clic pour pouvoir actualiser en fait les données sur lesquelles s'appuie clic. Alors, j'ai une question pour toi, Olivier, qui vient d'apparaître. Yes. Dans quelle mesure l'outil IA peut-il s'adapter à un autre domaine que le client? Oula, de vaste sujet. Alors, si je peux continuer à présenter les slides, j'ai fait quelques slides sur notre moteur et ça répondra peut-être à la question. Donc 5P100 va faire quoi? C'est donc un moteur de machine learning qui va faire de la segmentation qu'on a pu voir, de la prévision, on l'a vite vu assez rapidement, de la recommandation, on l'a vu. Il fait aussi du scoring et de la multiclassification et du boitif. Ça, c'est une fonctionnalité qui fait que on peut interroger le moteur via des API et donc faire des simulations. Sur les cas d'usage qu'on peut avoir, eh ben, il y en a un sacré nombre, hein, tout ce qui est autour du client, donc sur l'attrition, donc le risque de perte client, faire de la segmentation, de l'appétence, etc. Au niveau de l'industrie, on peut faire l'identification des causes de non-conformité parce que dans la modélisation de machine learning, on utilise des variables qui sont corrélées avec une cible qu'on recherche. Donc, par exemple, un défaut d'une pièce et le moteur a la capacité de faire remonter les variables ou les dimensions, les éléments sur lesquels les modèles de machine learning s'appuient
pour faire sa prédiction. Donc à partir du moment où on est capable de dire que la pièce elle est non conforme et qu'une des causes possibles c'est la température ou l'équipe de nuit ou etc. On est capable comme ça d'identifier des causes de non-conformité. Alors après c'est du risque de SAV, c'est de la classification automatique de documents. Sur les RH, ça va être l'anticipation des départs, de l'absentéisme, prévision de besoins. Sur la partie logistique, les prévisions d'affluence, prévisions de flux ou les prévisions des délais d'acheminement. Sur la finance, les délais de règlement, les rapprochements bancaires. Enfin, il y a énormément de cas d'usage et bien au-delà de la partie client et donc segmentation, etc. Ok, merci Olivier. Donc je reprends la main, j'ai deux questions encore sur la partie MDM. Donc suite à la précédente question sur le fait qu'on réalimente les systèmes sources, on me demandait de préciser s'il y a une sorte de delta qui va être effectué. Alors en effet, c'est possible, comme on a à la fois l'image du golden qu'on a calculé et l'image de l'enregistrement tel qu'il existe dans un système source, on va être capable de calculer finalement, est-ce qu'il y a un écart qui existe entre l'image du golden que je connais et l'image que je connais pour tel système source, pour pousser spécifiquement à un système source au travers du middleware une demande de mise à jour. Donc on peut faire en effet une analyse d'écart, et puis on peut aussi imaginer que cette analyse d'écart soit différente selon les systèmes sources. Par exemple, un système source qui ne va pas collecter une adresse, ça sert à rien de lui pousser des mises à jour si l'adresse que j'ai au niveau golden est différente de l'adresse que j'ai au niveau de ce système source, puisque je n'aurai pas d'adresse pour lui. Donc on va pouvoir faire aussi vraiment du spécifique comme ça au niveau de la publication. J'ai notamment en tête le groupe Rocher qui a fait ça autour de son référentiel client unique, qui a un système très très avancé, très pointu en fait de son resynchronisation de l'ensemble des applications qui sont connectées. J'avais une autre question. La fusion est dynamique, mais la diffusion ne l'est pas. Donc, si un master est modifié, ceci entraîne un score golden qui devrait défusionner le golden. Cette diffusion n'est pas proposée. Alors, elle peut l'être. Là, on rentre vraiment dans la configuration avancée du moteur. On a un score de déjugement qui peut être paramétré en disant, voilà, on va pouvoir déjuger une décision utilisateur, par exemple, ou une décision du système, s'il y a telle évolution au niveau du score ou tel seuil qui est franchi au niveau du score. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir mettre en place dans la solution. On est dans un cas d'usage assez avancé, mais c'est tout à fait le genre de choses qui est possible de mettre en place. Alors, on a fait le tour des questions posées en live pendant la séance. Ça tombe bien puisqu'on arrive à la fin du créneau. Donc, si vous avez d'autres questions, ce que je vous propose, c'est de nous les envoyer après par mail pour qu'on puisse vous y répondre en fait derrière. Donc, comme c'était indiqué, le replay va également vous être envoyé. Moi, pour ma part, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne continuation. Et Olivier, je te laisse le mot de la fin. Je te remercie, Julien, de ta collaboration sur cette présentation, qui je pense a été très très intéressante. On aurait pu choisir d'autres types de sujets. On a cherché à avoir quelque chose qui parle au plus grand nombre. On aurait pu aussi évoquer la partie attrition, quelque chose qui est très largement évoqué aussi dans le monde de la connaissance client. Effectivement, l'attrition, donc le risque de perte client, on a des beaux modèles de machine learning là-dessus, avec la possibilité aussi de mener des actions en fonction du type de cause de perte client, et effectivement un référentiel client qui soit bien construit avec l'ensemble des interactions du client et de l'entreprise. C'est quelque chose juste de fondamental pour l'attrition, parce que si on n'a que la moitié des actions, on n'est pas capable d'identifier le risque de perte à sa juste valeur. Voilà, donc ça sera peut-être l'objet d'une autre présentation, ou si vous avez des questions sur ces sujets-là, n'hésitez pas à revenir vers nous. En tout cas, on a été enchanté de construire ce webinaire avec Semarchi et avec un grand nombre de participants. Donc merci beaucoup, excellente journée à vous, et donc à très bientôt.